Salut, c'est Mascar pour Hypnomachie. Aujourd'hui, on va parler de quotient intellectuel, de Jean Lassalle et de détournement d'argent public. Salut les amis, alors aujourd'hui je vous propose une première vidéo d'une série de vidéos qui va être consacrée au QI. Ça fait au moins un an, voire peut-être plus que je vous en parle de cette fameuse vidéo sur le quotient intellectuel. Elle ne sortira jamais parce que je procrastinais comme ça depuis un moment, parce que j'avais trop de choses à dire sur le quotient intellectuel, et plutôt que de vous faire une vidéo d'1h30 qui allait être complètement imbitable et dans laquelle en plus j'allais pas pouvoir parler de tout, je vais vous faire plein de petites vidéos comme ça qui vont aborder différents thèmes autour du quotient intellectuel que je vous dispatcherai comme ça tout du long des années qui vont venir, voilà. Alors aujourd'hui je vous propose que l'on parle essentiellement du projet Milwaukee. Alors qu'est-ce que c'est que le projet Milwaukee? Le projet Milwaukee a vu le jour dans les États-Unis des années 60 et a coûté un petit peu plus de 14 millions de dollars au gouvernement du président Johnson de l'époque. 14 millions de dollars de l'époque, hein. Voilà, et l'idée du projet Milwaukee, c'était d'essayer de voir, d'expérimenter une espèce de politique pour essayer de réduire les inégalités des plus pauvres et notamment de certains noirs des quartiers défavorisés. Une journée type dans le coin, le facteur, un tracteur et un rien. L'idée, effectivement, était d'essayer de promouvoir une politique pour aller chercher ces enfants, aller les stimuler cognitivement parlant, pour voir si on pouvait leur faire littéralement gagner des points de quotient intellectuel, les rendre plus intelligents, et ainsi donc les sortir de la misère dans laquelle ils étaient maintenus. L'idée, c'était d'essayer, pendant cette période de guerre froide, comme ça, d'essayer de changer la société américaine pour tirer parti de tous les cerveaux potentiels, même les cerveaux qui pouvaient être inhibés par un milieu donc social défavorisé, de sorte à éviter que 40 ans plus tard, en fait, les soviétiques gagnent la guerre froide. « 1998, le futur. » Merde, la gauche a dû repasser au pouvoir. En effet, c'est une donnée relativement redondante dans les différentes sources. On retrouve donc une forte inégalité en termes de quotient intellectuel entre la population noire et la population blanche caucasienne. An IQ of 84 is substantially higher, it's about a standard deviation higher than an IQ of 70, which is the African population. But it implies that since most university students are one standard deviation higher than the average, and the university students have 84, then the average for the South African population as a whole must be about 70. On est à peu près autour de 15 points, et donc la grande question c'était, est-ce que ce sont des facteurs d'ordre génétique, est-ce que ce sont des facteurs d'ordre environnemental? À titre de comparaison, vous trouvez ainsi environ 14 points en moyenne entre les riches et les pauvres. De la même façon, les personnes de la ville ont tendance à avoir un plus haut QI que les gens de la campagne, etc., etc. Enfin, ça fait vraiment plus d'un siècle qu'on étudie le quotient intellectuel sur des échantillons qui sont plus que robustes, donc on commence à avoir énormément de données sur la question. Et donc du coup, si on pouvait essayer de réduire cet écart, justement, notamment via un programme de stimulation cognitive adapté dès le plus jeune âge, ça pourrait permettre justement de faire diminuer le racisme, de faire diminuer les inégalités, etc., etc. C'est quand même une question qui est intéressante parce que ça pose la question justement de l'impact des stratégies biologiques sur le quotient intellectuel. On avait vu dans une vidéo précédente, la vidéo qui s'appelait stratégie R et stratégie K, que les personnes donc de race noire, de race congoïde comme dirait l'autre, Votez pour Henri de Lesquen en 2017. Il incarne la vraie France. Il diminuera le nombre de Congoïdes. Ont une puberté en général beaucoup plus tôt, hein, à titre d'exemple, donc justement les règles arrivent en moyenne vers 12-13 ans chez les jeunes caucasiennes. Hier soir, j'ai eu mes premières règles. T'as eu tes quoi?
J'ai eu ma première règle. Alors qu'elles arrivent vers 11-12 ans chez les jeunes noirs. Ce sont des études qui ont été faites sur plus de 17 000 cas. On trouve aussi justement l'apparition des seins plus précoces, etc., etc. C'est directement lié à des préférences biologiques, stratégiques, stratégica, qui dépendent en partie du génome, mais aussi bien sûr en partie de l'éducation et de l'environnement. Et donc toute la question de tous ces scientifiques, ça allait être de trancher sur ce point. Il va donc s'agir de séparer les facteurs analytiques des facteurs systémiques. Si ces deux concepts ne sont pas clairs, je vous renvoie à la vidéo vers une épistémologie non dualiste où je définis ces termes. Donc on va essayer donc de faire la part des choses entre le génétique, l'inné, et le systémique, l'acquis, et de faire, comme le disait Binet en 1905, de séparer l'intelligence de l'instruction. Parce que comme le quotient intellectuel est fortement corrélé à la capacité de gagner de l'argent, aux revenus, à la pauvreté en général, du coup c'est une question fondamentale pour les sociétés. Et attention à ne pas me faire dire ce que je ne dis pas. Menteur, pharisien. Parce que dès qu'on aborde un sujet aussi complexe que celui-là, chacun y va de sa petite croyance idéologique, pour ne pas dire de sa récupération idéologique. Chacun a envie de placer son petit récit, sa petite narration. Là, je vais vous proposer 3 critères pour bien identifier justement un récit qu'on essaie de placer discrètement sur la base de données scientifiques, puisque par définition, la science, elle donne des données. Par contre, ça va être le sens, l'interprétation qu'on va donner aux données qui vont créer un récit. Donc, un récit, vous savez que vous êtes dans la narration, dans la construction du récit limbique, quand vous définissez des valeurs en termes analytiques, c'est-à-dire quand vous dites, voilà, les noirs sont ontologiquement, par exemple, moins intelligents que les blancs, là, on est déjà dans la récupération de données. C'est pas parce qu'on a des données qui disent le QI est supérieur en moyenne chez les blancs que chez les noirs, que ça veut dire que les noirs sont ontologiquement moins intelligents. Ça ne veut pas dire ça, réellement, là, c'est de l'extrapolation de données au service donc d'un récit ou d'une narration. Quand on est en train de créer un ordre comme ça, une finalité, on est aussi dans la narration. Et d'une manière générale, un récit, ça sert à sortir de la sidération. C'est-à-dire que dès qu'on se sent plus dans ce merdier face au monde, dès qu'on se sent plus dans un chaos face à un monde incroyablement complexe qui nous dépasse, vous pouvez être sûr qu'on est en train de recréer un récit dont le but, bien sûr, est de juguler l'angoisse. C'est la principale fonction d'un récit. Le tout, là, c'est d'être conscient donc de nos narrations et de ne pas se raconter à soi-même que non, on est simplement sur la base de faits objectifs en science et qu'il n'y a pas du tout de subjectivité dans ce qu'on dit. Que dalle. Dès qu'on a du sens comme ça et qu'on diffuse l'angoisse et qu'on n'est plus en contact émotionnellement avec son angoisse, vous pouvez être sûr qu'on est dans une forme de narration. D'ailleurs, pour la petite anecdote, donc Binet, un des grands noms du QI, pour pas dire un des créateurs du test du QI, lui-même se refusait à fournir la moindre interprétation des données que lui avait fourni son texte. Il était extrêmement vigilant sur la récupération idéologique que cela pouvait entraîner. Je vous invite à méditer cette phrase de Montaigne qui nous dit que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Claude Lévi-Strauss va d'ailleurs un petit peu plus loin lorsqu'il dit que le barbare est celui qui croit en la barbarie. Voilà. Je vous invite à faire extrêmement attention au conflit mimétique entre barbare et civilisé. Barbarie, civilisation, ça c'est le conflit mimétique, on en a déjà parlé à la base du point de vue conservateur. Et si vous regardez bien, la question du QI est très très souvent récupérée comme ça par l'idéologie conservatrice, donc où elle prend les données brutes et elle surimpose comme ça un récit plus ou moins suprémaciste, ou en tout cas plus ou moins analytique, alors que quand on gratte un petit peu, on se rend compte que la question est beaucoup plus complexe. Beaucoup plus complexe, ça veut pas forcément dire faux, mais en tout cas vous avez des progressistes qui disent non, c'est plus complexe, sous-entendu, ça veut pas dire ça. Oui, certes, mais dans ces cas-là, ils rajoutent eux aussi leur narration progressiste par-dessus, donc je vous invite à être très très vigilant là-dessus, et à faire vraiment la part des choses entre les données brutes et les récits et les narrations qu'on va surimposer par-dessus. En tout cas, c'est ce que je vous propose dans le cadre d'Hypnomachie. Voilà. Alors effectivement, il y a un certain nombre d'arguments très intéressants à considérer des deux côtés, notamment si la différence de quotient intellectuel des Noirs comme ça est liée au contexte. Dans ces cas-là, pourquoi, comme le dit Jensen dans des papiers qu'il a sortis en 98, pourquoi est-ce qu'on retrouve de façon plus prononcée au niveau supérieur du statut social des différences de QI tout aussi importantes? Dit autrement, si jamais c'est vraiment le contexte qui génère cette différence de quotient intellectuel, c'est-à-dire que les Noirs vont moins à l'école, seront victimes de stéréotypes qui font que les professeurs vont leur accorder moins d'attention, ce qui fait qu'ils vont avoir de moins bons résultats scolaires, etc., etc. Comment ça se fait que chez les Noirs qui réussissent le plus et qui ont des quotients intellectuels le plus élevés, en gros, comment ça se fait que dans les plus hauts scores de QI, on va retrouver, là encore, le même écart d'environ 15 points, voilà,
c'est quand même une très très bonne question, chez des individus qui manifestement ont réussi à se dépêtrer des stéréotypes d'une certaine... Alors effectivement, d'une certaine façon. Alors on pourrait dire que justement que c'est en dépit de ces stéréotypes qu'ils ont réussi quand même à se forger, alors effectivement. Donc là encore, vous voyez que face à une donnée brute, eh ben on peut rajouter des narrations qui vont dans un sens, dans l'autre. Et c'est très important comme ça de comprendre, est-ce que la personne dont vous lisez les travaux est plutôt progressiste, plutôt conservatrice, voilà, parce que ça va directement vous donner une ligne directrice de quelle façon elle va interpréter les choses avec ses filtres. Voilà. Moi j'ai l'immense chance sur ce sujet de n'être ni d'un côté ni de l'autre, ce qui me permet d'essayer d'aller me poser des questions sans me faire trop parasiter de ce côté-là, ce que je trouve être extrêmement précieux et que je chéris. Voilà. Alors c'est très intéressant, on a vu aussi que dans les tests de quotient intellectuel, les personnes de race noire réussissaient effectivement à peu près aussi bien que les blancs, les tests d'attention, les tests d'apprentissage par cœur, etc. Mais étaient beaucoup plus sensibles à ce qu'on appelle les variables dispositionnelles, c'est-à-dire l'influence de l'estime de soi et des stéréotypes. En gros, le regard de l'examinateur va énormément jouer, en tout cas plus jouer chez les enfants noirs que chez les enfants blancs, et aussi chez les adultes d'ailleurs. Voilà, donc de ce point de vue-là, on aurait quelque chose, une plus grande influençabilité, hein, j'en reparlerai dans une vidéo ultérieure où je parlerai des trans et de pourquoi justement il y a toute cette culture de la trans en Afrique ou dans le vaudou, dans les Caraïbes, etc. Voilà, et donc de comment il y aurait un facteur plus influençable à cet endroit-là. Bon, je ne vais pas ouvrir ce dossier-là, mais c'est intéressant par exemple de comprendre ces variables pour remettre les résultats et les chiffres dans leur contexte. Voilà. Donc on pourrait faire l'hypothèse que donc les populations de race noire étant donc plus influençables par rapport à l'institution qui vient comme ça les examiner, les mettre dans une petite case, voir qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur de leur ciboulot, et que du coup ça pourrait expliquer une partie des moins bons résultats qui sont obtenus donc par les congoïdes. Voilà. Vous avez des gens qui avancent l'argument comme quoi la notion de discrimination ne serait pas pertinente pour expliquer les différences de quotient intellectuel entre les noirs et les blancs, et prend pour exemple, pour cela, la communauté asiatique. Et ces gens font remarquer que les Asiatiques, eux aussi, sont extrêmement victimes d'un certain nombre de discriminations. Je sais que vous détestez tous ces bouffeurs de riz. Depuis très très longtemps, et là je vous parle même aux États-Unis dans les années 60 et 70, hein, et que malgré ça, les Asiatiques avaient des résultats en moyenne supérieurs d'ailleurs aux Blancs sur les tests de quotient intellectuel. Et donc pour ça, ils privilégient les narrations analytiques, génétiques, etc. pour éviter ça. Oui, certes, c'est un argument qui est intéressant à entendre, toutefois on pourrait aussi lui opposer que les stéréotypes concernant les Noirs renvoient plus justement à de la bêtise et à de l'inculture. Vous avez des références? Ouais, des références, moi j'en ai. Oui. Ben, on vous écoute. Je sais pas, Cool and the Gang, Person on Fire. C'est de bonnes références, ça, non? Là où les stéréotypes liés aux Asiatiques renvoient plutôt justement à une surcérébralité. Enseigner aux élèves la valeur principale de l'éducation à la chinoise, la discipline et surtout l'autodiscipline. Depuis le primaire, ils doivent s'entraîner dans toutes les matières à la discipline, parce que c'est très important pour les études. Et s'ils ne la respectent pas, ils vont apprendre moins vite. Et c'est dommage. Tant qu'à être victime de stéréotypes, les deux peuvent très bien l'être, mais comme il y a des stéréotypes qui sont dévalorisants et d'autres stéréotypes qui sont plutôt valorisants, eh ben ça pourrait invalider ou au moins recadrer partiellement l'argument. Comme vous le voyez, la question est extrêmement complexe et il n'est pas évident de séparer ce qui relève de l'idéologie des faits. Alors je trouve extrêmement ironique et savoureux qu'un certain nombre de papiers, je pense par exemple au papier de Gordon et Hodgson, mais j'en ai vu d'autres passer aussi en langue française, c'est quelque chose qui est relativement bien sourcé, nous suggèrent que les jeunes gens à faible quotient intellectuel finissent plus souvent avec des points de vue politiques conservateurs et racistes. Hein, parce que ce sont des narrations principalement analytiques et que les narrations analytiques demandent moins de glucose et de capacité cognitive pour être considérées que les narrations systémiques. Ceci dit, si vous maîtrisez à minima les règles de base de la logique booléenne, vous avez bien compris que je ne suis pas en train de dire que tout conservateur ou tout raciste a forcément un bas QI. Mais revenons au programme de Milwaukee, au projet de Milwaukee, qui s'inscrit donc dans un programme plus général qu'on appelait le programme Head Start, donc commandé, comme je vous l'ai dit, par le président Johnson.
Il s'agissait donc d'agir sur ce que l'on appelle en psychologie les périodes critiques. Les périodes critiques, ce sont des moments dans la construction du cerveau de l'enfant où il est particulièrement disponible, particulièrement éveillé pour mettre en place telle ou telle aptitude, et où si on ne le fait pas convenablement à cette période critique, eh ben, l'enfant va ensuite peiner pour apprendre l'habilité en question, voire même ne sera plus capable de l'apprendre. Par exemple, à 6 mois, un bébé japonais, par exemple, différencie très très bien le son R du son L. À 12 mois, c'est fini. Complètement crétin, ce gamin. Voilà. Et donc, si jamais il n'a pas été exposé à ces deux sons, et ben son oreille perd littéralement la capacité de pouvoir les différencier par la suite. Voilà. Et donc, ces périodes critiques, vous avez des périodes critiques pour, donc je l'évoquais dans l'interview avec Elfie Reboulot pour le souffle, par exemple. Vous avez des périodes critiques pour développer votre capacité pulmonaire, après c'est fini. Vous avez des périodes critiques pour développer votre capacité de calcul, votre capacité empathique, etc., etc., etc. C'est Platon, dans La République, qui nous disait déjà à l'époque que les enfants seront marqués à vie par ce qu'on leur raconte. C'est tout à fait ça. Et c'est pour cela que, dans le programme Head Start, ils avaient comme ambition de proposer des psychologues dûment formés au développement cognitif de l'enfant et de mettre ces psychologues en contact avec les enfants 5 jours par semaine, plusieurs heures par jour, dès l'âge de 3 mois jusqu'à l'âge de 5 ans environ. C'est-à-dire dans les périodes où tout se joue. Alors bien sûr, il ne s'agissait pas de laisser ces enfants en pâture à des psychologues, non, les parents restaient présents, notamment la mère, et c'est d'autant plus important que vous avez un certain nombre de travaux qui démontrent l'impact de la présence maternelle sur le développement et la croissance de l'hippocampe. En gros et en clair, c'est corrélé à 0,77, donc c'est assez élevé. Ça veut dire que quand une mère s'implique activement émotionnellement dans l'éducation de son enfant dans les premières périodes critiques, alors ça va permettre à l'enfant donc de développer de façon conséquente son hippocampe, et à partir de là, il va pouvoir lui-même être plus empathique et plus attentif aux émotions des autres êtres humains. Et bien sûr, ces psychologues allaient accompagner les enfants durant leurs premières années d'école, et on connaît l'impact aussi de l'école sur le développement du cerveau. D'ailleurs, dans les années 60 également, en Virginie, suite à un mouvement social, vous aviez énormément d'écoles qui avaient été fermées pendant des durées très longues, comme ça, pendant plusieurs années, suite à des mouvements de grève et de révolte. Et les psychologues sont sautés sur l'occasion pour essayer d'évaluer quel est l'impact d'une année d'école manquée sur le développement cérébral de l'enfant. Et les résultats de ces études nous amènent à la conclusion qu'il s'agit d'à peu près, en gros, rater une année d'école, ça vous fait perdre à peu près environ 6 points de QI. Vous avez d'autres travaux qui avaient été faits comme ça en Hollande et qui arrivaient à peu près à des résultats similaires, avec des résultats d'à peu près 5 points de QI par année d'école ratée en termes de développement cognitif. Ça nous donne déjà un bon ordre d'idée des bienfaits de l'école sur le développement cognitif. Alors, quels étaient les résultats de ce projet Milwaukee? Et bien sûr, des enfants, principalement de race noire, essentiellement issus de familles défavorisées et donc avec des QI relativement bas au début de l'expérience. On s'est rendu compte qu'on assistait à une hausse relativement spectaculaire de 10 points de quotient intellectuel, qui n'est pas rien, puisque je vous rappelle donc que la différence entre les riches et les pauvres, c'est d'environ 14 points. Donc 10 points déjà, c'est extrêmement conséquent, comme le dit la publicité. Dans les années 70, ces résultats ont été récupérés idéologiquement et politiquement, histoire d'accuser justement l'État américain de manquer de volonté politique de réduire les inégalités, puisque on avait les chiffres du projet Milwaukee qui montraient donc qu'on avait une hausse de 10 points de quotient intellectuel. Oui, certes, et ce qui est intéressant avec ce récit, justement, c'est que à l'époque, le gouvernement du président Johnson avait essayé donc de faire une espèce d'estimation, oui, parce qu'un gouvernement, ça veut un retour sur investissement, ça a des moyens, ça a un budget, et puis ça veut dispatcher les ressources aux bons endroits pour avoir un retour. Et ils avaient évalué à environ 30 000 $ le point de QI par enfant. Mais, et ça n'est pas étonnant lorsqu'il s'agit d'un projet étatique financé avec vos impôts, Monsieur Hébert, le directeur donc, de l'époque du projet Head Start, avait été emprisonné et condamné pour détournement de fonds, donc le chiffre de 30 000 $, le point de QI, est probablement à revoir à la baisse. Alors à ce stade, j'ai les progressistes qui écoutent ma vidéo qui diraient « Mais voilà, c'est hyper intéressant, ça veut dire qu'il n'y a qu'à débloquer les moyens pour... » Eh ben oui, mais non, je vous ai dit que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Voilà, donc à relativement court terme, on a constaté une hausse de 7-8 points de QI. 10 points de QI, c'était vraiment chez les élèves les moins favorisés et ceux qui avaient les plus mauvais scores de QI. En moyenne,
En moyenne, voilà, on était sur une hausse de 7-8 points de QI, ce qui est déjà franchement non négligeable. Enfin, je sais pas si vous imaginez, mais là, il y a pas longtemps, vous avez... Alors, il y a des débats sur est-ce que le QI de la France est en train de baisser ou pas, etc. J'en parlerai dans une autre vidéo, tout ça, de cette polémique-là. Mais si vous voulez, les instances de décision sont extrêmement vigilantes à la baisse du quotient intellectuel, parce que 1 point de quotient intellectuel en moins sur le PNB d'un pays sur un an, c'est des centaines de millions de dollars en moins. Donc, vous imaginez bien que sur des gamins comme ça, 7 ou 8 points de QI, c'est absolument colossal. Et ben en fait le problème c'est que malheureusement les enfants du projet de Milwaukee certes ont gagné 7 ou 8 points de QI mais n'ont pas du tout amélioré leurs résultats scolaires. Certaines personnes n'hésitent pas à considérer qu'on les a simplement dressés à réussir des tests de quotient intellectuel et que tout ceci n'est que de l'esbrouf et de l'apparence. Hein. Pour la petite anecdote, les comptes rendus des psychologues du projet Milwaukee nous apprennent que les enfants étaient de plus en plus difficiles à manager au fur et à mesure que les années passèrent. Dans mon expérience, il y a une relation relativement claire entre le quotient intellectuel et le côté immanageable. Hein. D'ailleurs, l'intégralité des très hauts QI que je connaisse, qui ont 140, 150 de QI, sont complètement immanageables. Ce sont des électrons libres, vous ne leur ferez jamais faire ce que vous voulez, ils font ce qu'ils veulent. Ceci pourrait être pondéré par une question très très simple, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur les Nexus, vous savez que quand il y a un certain nombre de points de QI entre le manager et les managers, en général ça se passe bien, donc le tout étant de trouver des managers suffisamment compétents et suffisamment intelligents. Les psychologues ont eu la très très bonne idée de retourner voir les enfants plusieurs années après leur sortie du projet Milwaukee et de leur refaire passer un test de quotient intellectuel. Et malheureusement, on s'est rendu compte que les effets du projet Milwaukee, qui étaient donc bel et bien quantifiables et mesurables, s'estompaient en 2 à 3 années. Il semblerait que la stimulation précoce donc des jeunes enfants défavorisés du projet n'ait été qu'une espèce d'immense bulle, d'immense promesse intenable. Cependant, vous avez Neisser et ses collaborateurs en 1995 qui ont publié un papier dans l'American Psychology Association à propos justement du cursus Head Start dans son ensemble, après qu'ils aient suivi notamment des adultes et qu'ils aient suivi justement ces enfants pendant des années et des années, et qui n'ont pas noté de différence donc notable ni sur les résultats scolaires, ni sur le quotient intellectuel à long terme. Ils ont noté, ils ont mis en évidence qu'il n'y avait que 2 facteurs qui étaient fortement corrélés à une hausse significative du quotient intellectuel durable chez l'enfant qui devient ensuite un adulte. Ces 2 facteurs sont l'adoption du jeune enfant défavorisé dans une famille elle-même à haut potentiel intellectuel. Dites, c'est extra par ici. Donc, en gros, si vous prenez un enfant avec un QI de 80 et que vous le mettez dans une famille de personnes avec un QI de 110, bah, vous allez voir qu'il va s'aligner plus ou moins. Il atteindra peut-être pas 110, mais il va arriver jusqu'à 95, 100 facilement, là où il serait resté à 80-85 si on ne l'avait pas extrait de son milieu. Il y a donc bel et bien une influence analytique sur le quotient intellectuel. Le deuxième facteur est beaucoup plus intuitif. Il s'agissait tout simplement de nourrir son bébé au sein maternel. L'allaitement maternel est vital pour la santé des bébés, mais influencé par les croyances ancestrales, les mères ont peur, en allaitant, de transmettre leurs problèmes à leurs enfants. Pour elles-mêmes, leurs contrariétés, leurs problèmes, tous leurs problèmes passent à travers le lait et va trouver l'enfant et puis l'enfant peut avoir soit une maladie de la peau ou encore quelque chose de ce genre. La mère te dit qu'elle n'arrive plus à produire du lait, mais cette psychologie, c'est une question de coutume. Voilà, alors comme vous vous en rendez peut-être compte, c'est un sujet extrêmement complexe. Si après avoir vu cette vidéo, bah, vous avez pu défusionner un petit peu ou d'une narration analytique ou d'une narration systémique, eh j'en serais content, c'est exactement le but de ces vidéos, d'amener à réfléchir un petit peu au-delà de ce prêt-à-penser très très souvent encouragé par des idéologies politiques et la récupération des données scientifiques. Voilà, donc si jamais vous vous sentez un petit peu à cran et que vous avez envie de, dans les commentaires, peut-être prenez un petit peu le temps de voir qu'est-ce qui se joue chez vous et en quoi ça vous dérange que les choses soient un petit peu plus complexes que votre narration préférée, voilà. J'aimerais remercier les tipeurs qui me soutiennent encore et toujours et qui permettent à cette chaîne d'exister. D'ailleurs en ce moment je vous fais un petit peu plus de contenu, j'ai un peu de temps, j'espère que ça vous plaît. Vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook Hypnomachie. J'essaie d'ailleurs de vous faire un petit best-of des meilleurs billets de la page Facebook sur le site hypnomachie.com. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, ça aide bien la chaîne à se développer, donc merci à toi. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce comme ceci si ça vous a plu. Voilà.
N'hésitez pas à me faire des retours sur ce format court, si l'idée comme ça d'une playlist qui parle du QI avec plein de portes d'entrée différentes sur plusieurs années, comme ça, sur un an ou deux, si ça vous plaît. Si vous avez certains angles que vous aimeriez que je traite là-dessus, ça m'intéresse d'avoir votre avis en commentaire. Salut Internet. Mais vous passez des tests psychotechniques. Je peux vous le dire parce que j'ai dû m'y reprendre 3 fois. Le problème, c'est pas que j'étais mauvais. Bien que le premier test psychotechnique que j'ai passé à l'école à l'âge de 8 ans, alors que j'étais en français 3e langue, avait révélé que j'avais un QI juste au-dessus très légèrement de 0. Mais enfin,